Incendie fixé dans le Var, sous contrôle entre Toulon et Hyères, avec des explosions d'obus entreposées là-bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Portugal, des incendies plus spectaculaires encore ont même coupé la principale autoroute entre le nord et le sud. Sauvetage en haute mer dans la baie du Kamtchatka, un bathyscaphe avec à son bord 7 marins russes n'ont que 24 heures de réserve d'air. Les Russes auraient réussi à accrocher avec un câble le sous-marin, une information à prendre avec précaution. Après l'évasion d'un criminel jugé très dangereux placé en hôpital psychiatrique à Pau, la question de la sécurité se pose pour ces condamnés ou ces détenus préventifs qui ne peuvent pas être surveillés de la même manière que dans les prisons. Hiroshima se souvient, c'était il y a 60 ans, dans la nuit du 5 au 6, les Américains larguaient la bombe atomique. 140 civils japonais mouraient lors de l'explosion, 250 000 dans les années qui suivirent. Le groupe Tati, au bord de la faillite en 2003, s'est spectaculairement redressé depuis sa reprise par le groupe Ventura. Il va ouvrir une vingtaine de nouveaux magasins. Pour toute une génération, la partie de flippers au bistrot, c'était l'activité de détente favorite. Mais aujourd'hui, les flippers sont remplacés par d'autres jeux plus technologiques. Ils disparaissent petit à petit. Madame, Monsieur, bonsoir. L'incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi au Pradé a pu être à peu près fixé ce soir. Ce matin, il était reparti, attisé par le vent et surtout par les déflagrations provoquées par les obus, mines et munitions qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont dispersés dans ce secteur. 1700 personnes ont été évacuées alors que les Canadair sont toujours cloués au sol après l'accident qui a fait 2 morts lundi près de Calvi en Haute-Corse. Amaury Guibert. Le feu dévore la forêt, mais les pompiers ne peuvent pas approcher. Le site est truffé de munitions datant de la Deuxième Guerre mondiale. On a des mines, on a des obus, on a des munitions, des balles, donc c'est très dangereux, oui, on peut y perdre une jambe. Un combat inégal avec un vent qui a ravivé les flammes dans la nuit. Les 400 hommes mobilisés n'ont pas pu faire grand-chose. Dans les airs, des trackers et un hélicoptère bombardier d'eau ont multiplié les rotations, mais l'absence de Canadair a pénalisé le travail des pompiers. S'ils avaient été là, ils auraient augmenté les rotations, étant donné que la mer n'est pas loin, et que ça aurait été beaucoup plus vite en termes d'action aérienne. Par précaution, 3200 personnes ont été évacuées et hébergées dans des gymnases. En début d'après-midi, le préfet annonce que l'alerte est levée. Dans l'état actuel des choses, nous pensons que vous pouvez rentrer. Soulagement pour ces touristes qui peuvent retrouver leur camping. On se retrouve, on voit qu'il n'y a pas eu de dégâts, tout le monde est bien là. C'est le principal. Hein. Surtout, on va essayer de récupérer parce qu'on est vraiment fatigué. Un répit de courte durée en revanche pour les pompiers. L'incendie maîtrisé, ils restent très vigilants car les munitions qui n'ont pas explosé sur le site continuent de chauffer. Et dans les Bouches-du-Rhône, on a enregistré près de 77 départs de feu. 120 hommes sont toujours sur place pour surveiller, notamment près de Salon-de-Provence. Un incendie a détruit 250 hectares à Oron. Il a été fixé ce matin pour employer les termes des pompiers. Les obsèques des 2 pilotes de Canadair, Ludovic Piazantin et Jean-Louis de Bénédicte, se sont déroulées aujourd'hui sur la base de sécurité civile de Marignane. Ils ont été cités à l'ordre de la nation. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a salué leur sacrifice et leur courage. Il a ajouté que les Canadair ne redécolleraient pas tant que les causes de l'accident ne seraient pas connues. L'avion s'est brisé en 2 en plein vol, alors qu'il avait fait le plein d'eau pour se rendre sur les lieux d'un incendie. Au Portugal, les incendies prennent des proportions dramatiques. 3000 pompiers, 700 véhicules, 17 avions pour tenter de combattre ces feux qui se déclarent un peu partout dans le nord et le centre du pays. L'autoroute reliant Lisbonne à Porto a même dû être fermée. Paul de Genève. C'est l'autoroute qui relie Lisbonne à Porto, encerclée par les flammes. Les voitures circulent dans la fumée à quelques mètres de l'incendie. C'était ce matin. Depuis, elle a été fermée à la circulation sur plus de 15 km. Le Portugal brûle. 23 incendies ravagent le nord et le centre du pays. Certains près de la ville de Leiria échappent même à tout contrôle. Depuis hier, le vent et surtout la chaleur attisent ses foyers. Il fait plus de 40 degrés et le Portugal connaît sa pire sécheresse depuis 1945. 2700 pompiers sont mobilisés, aidés par 400 militaires. Et le ministre de l'Intérieur demande à tous de les aider dans leur combat. Je demande à chacun d'aider les pompiers et de guetter le moindre départ de feu. J'appelle tous les patrons comptant parmi leurs employés des pompiers volontaires à les libérer. Il faut défendre ces villages. Les largages de Canadair sont souvent insuffisants. Et au sol, les hommes font face à des flammes d'une violence extrême. Ces femmes évacuées pleurent leurs maisons, détruites par ces incendies.
qui pour l'essentiel sont d'origine criminelle. Depuis le début de l'année, 65 incendiaires ont été arrêtés. Du côté de la météo, la situation ne devrait pas s'améliorer. La canicule qui touche le pays doit durer encore plusieurs jours. Depuis le début de l'été, 6 pompiers sont morts et 68 000 hectares de forêt et de maquis sont déjà partis en fumée. Au Canada, les enquêteurs estiment que l'avion d'Air France qui a fini son atterrissage dans un fossé à Toronto aurait touché le sol de la piste plus loin que la normale. Et selon leur première constatation, aucune anomalie à l'atterrissage n'a été pour l'heure remarquée. C'est ce que constatent les experts canadiens, mais on attend bien évidemment le verdict des boîtes noires. Mathias Hillion et Dominique Bonnet. L'Airbus se serait peut-être posé trop loin sur la piste d'atterrissage. C'est ce que certains témoins de l'accident affirment, une hypothèse que les enquêteurs canadiens prennent très au sérieux. Le vol 358 d'Air France aurait atterri au milieu de la piste 24 gauche. Une piste longue de 2800 mètres, en bonne partie détrempée par la pluie et balayée par de fortes rafales de vent. Si ça va que l'avion atterrit loin sur la piste, sur une piste mouillée, c'est sûr qu'on va regarder toutes les informations et pour essayer de déterminer si ça avait un effet majeur ou critique. Malgré les très mauvaises conditions météo, la phase d'approche de l'appareil se serait déroulée normalement selon les enquêteurs. L'enregistrement des liaisons radio entre le pilote et un contrôleur aérien va dans ce sens. C'est désormais l'étude des boîtes noires de l'appareil qui permettra de connaître l'exact déroulement des faits. Des boîtes noires qui viennent d'être rapatriées en France. Elles seront analysées au Bourget dans les jours qui viennent. Il y a deux boîtes noires. Il y a le cockpit voice recorder, c'est l'enregistreur de conversation qui est quand même très intéressant. Savoir ce qui se passe entre pilotes parce que c'est souvent une question de facteurs humains. Et puis l'enregistreur des paramètres où toutes les secondes, il y a des centaines de paramètres qui sont enregistrés. L'équipage et le copilote de l'appareil ont été entendus par les enquêteurs. Ils devraient rapidement rentrer en France. Le pilote, blessé au dos, n'a toujours pas donné sa version des faits. Après l'évasion d'un malade dangereux de l'hôpital psychiatrique de Pau, où il avait été placé dans l'attente de son procès après un crime, la question de la sécurité est à nouveau posée, n'en déplaise à la corporation des psychiatres. Exemple à l'hôpital Esquirol à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Reportage Isabelle Quintard et Johan Rollin. Cela s'est passé ce week-end. Un patient en crise a été hospitalisé sous contrainte. Immédiatement transféré en chambre d'isolement, il s'est déchaîné. Il nous a pulvérisé les fenêtres. C'est-à-dire qu'il n'a pas cassé les carreaux, les fenêtres sont à refaire complètement. Alors ce sont des fenêtres renforcées, des doubles vitrages spéciaux, avec donc tout est parti. Dans ce service de psychiatrie, la moitié des patients est hospitalisée sans son consentement. Pour autant, les malades peuvent aller et venir à leur guise, à l'intérieur du service ou dans le jardin. Pour les plus dangereux, une fouille complète est prévue dès leur arrivée. Par mesure de sécurité pour lui, parce que s'il rentre en chambre de soins intensives, c'est soit une agitation avec risque hétéro-agressif, ou soit un risque par rapport à lui-même. Donc systématiquement, on leur demande de se déshabiller et de mettre un pyjama de l'établissement, de l'hôpital. Malgré ces contrôles, dimanche, une jeune femme a mis le feu à sa chambre. Nous déplorons tous les ans d'assez nombreux départs de feu dans les établissements psychiatriques. Fort heureusement, nos établissements sont conçus et nos personnels sont particulièrement entraînés à ces risques-là, ce qui fait que nous n'avons pas à déplorer de décès ni de risques graves. Pour ce directeur, l'hôpital ne doit pas être une prison, mais un lieu ouvert avec quelques verrous et aussi quelques inconvénients. Dans cet établissement, près de 20% des patients hospitalisés prennent régulièrement la clé des champs, mais fait rassurant pour une grande majorité, ils reviennent d'eux-mêmes. Mais j'ajoute que l'évadé de l'hôpital psychiatrique de Pau, qui avait été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort sur un commerçant palois de 73 ans, eh bien cet homme, lui, est toujours en fuite. Au fin fond de la Sibérie, par près de 200 mètres de profondeur, 7 marins russes sont bloqués dans un sous-marin de poche. Leur réserve en air ne dépasserait pas 24 heures. La marine russe serait parvenue à accrocher le bateau. Sur la zone, des navires russes, mais aussi japonais, américains sont mobilisés à la demande de la Russie. Une démarche que Moscou avait refusé de faire dans un premier temps pour sauver les marins du Koursk. C'était il y a 5 ans. Jérôme Soulard.
Une dramatique course contre la montre dans la baie de Katchanka. Une dizaine de bâtiments russes, japonais et américains font route pour secourir ce petit sous-marin russe et ses 7 hommes d'équipage. Long de 13 mètres, large de 5, le bathyscaphe AS-28 est coincé par 190 mètres de fond, attaché à un filet de pêche et des câbles sous-marins. D'après la marine russe qui aurait engagé les secours, dans moins de 24 heures, l'équipage n'aura plus d'air pour respirer. À présent, les opérations de secours sont engagées sur zone. Une dizaine de bâtiments seront sur place dans quelques heures. La marine russe a officiellement demandé de l'aide au commandement américain du Pacifique. Il y a quelques minutes, Moscou annonçait avoir accroché des câbles de remorquage pour tenter de ramener le sous-marin à la surface. L'opération de sauvetage, déclarait le vice-amiral Peplev, commencera vers minuit heure de Paris. Une opération de treuillage du bathyscaphe vers des eaux moins profondes. Si l'opération échoue, des robots sous-marins américains comme celui-ci utilisé par la marine française pourraient plonger pour sectionner les câbles et autres filets de pêche grâce à ces bras articulés. Problème, les Américains ne sont pas encore sur place. De San Diego, plusieurs heures seront nécessaires pour acheminer ce matériel sur la zone des secours. Quant aux autorités russes, elles ne semblent pas connaître exactement les réserves d'air de l'équipage bloqué, 24 ou 36 heures. Dans la baie de Katchanka, la course contre la montre continue. La vie de 7 marins russes est en jeu. Violentes émeutes la nuit dernière à Belfast. 40 policiers ont été blessés. Ce sont des jeunes protestants radicaux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre qui avaient interpellé 6 hommes à la suite d'un meurtre entre différentes factions protestantes, certains étant opposés au processus de paix avec les catholiques. À Londres, Tony Blair a violemment réagi aux menaces qu'il qualifie de révoltantes du numéro 2 d'Al-Qaïda et il a annoncé des mesures pour réduire au silence ou expulser des imams radicaux. Car Londres, depuis longtemps, est devenue la base arrière d'extrémistes islamistes qui avaient pignon sur rue et que certains surnommaient ironiquement Londonistan, comme le montre ce reportage d'Arnaud Miguet. Voilà précisément ce que Tony Blair ne veut plus voir à la sortie des mosquées britanniques. Ces activistes crachant leur haine de l'Occident, brûlant des drapeaux, conspuant les leaders occidentaux, sous l'œil impassible des policiers qui laissent diffuser le message. Ou encore des groupuscules comme celui-ci, Al-Muhajiroun, faisant l'apologie des 19 kamikazes, pour eux 19 martyrs du 11 septembre. Cet après-midi, le Premier ministre est parti en guerre contre le fanatisme religieux. Les personnes qui désirent devenir citoyens britanniques doivent partager nos valeurs et notre style de vie. Mais si vous venez dans notre pays de l'étranger, n'approchez pas les extrémistes. Ne vous engagez pas avec eux, car dans ce cas-là, on vous renverra. Ce serait donc la fin du Londonistan. Pendant plus de 15 ans, la Grande-Bretagne a offert asile politique et liberté d'expression à toutes sortes d'extrémistes. Tel Abu Hamza, imam autoproclamé de Finsbury Park. Ou le cheikh Omar Bakri, syrien, considéré comme l'idéologue recruteur du djihad. Ou encore Abu Qoutada, jordanien, considéré comme l'émissaire de Ben Laden. N'ayez aucun doute, les règles du jeu ont changé. Pour la première fois depuis le 7 juillet, la Grande-Bretagne a été touchée dans sa chair. Elle n'est plus un sanctuaire. Même si plusieurs califes du Londonistan sont sous les verrous comme Abu Hamza, la relève semble assurée. Le discours de cet homme, si les mesures voulues par Tony Blair étaient adoptées, entraînerait des sanctions pénales ou son expulsion. Selon la loi islamique, ce qu'ils ont fait est autorisé et on n'a pas à condamner. Et je pense que si le gouvernement britannique continue ses atrocités contre les musulmans, il y aura d'autres surprises. Le projet du gouvernement devrait être discuté au Parlement dès l'automne. Mais l'affaire n'est pas gagnée dans un pays qui se targue d'avoir une tradition de liberté d'expression, même pour les plus extrémistes. En Israël, près de 20 000 Arabes israéliens ont assisté aujourd'hui aux funérailles de 4 des leurs abattus hier par un juif extrémiste qui était opposé au retrait de Gaza. Les autorités israéliennes ont déployé d'importantes forces policières par crainte des débordements. Charles Anderlin. La foule scandait non au racisme et aussi dehors les colons. À Shparam en Galilée, les obsèques des victimes d'hier se sont déroulées dans une extrême tension. D'abord, en début d'après-midi, celle des 2 sœurs musulmanes tuées dans l'attentat. Puis plus tard, celle des 2 chrétiens abattus par le terroriste juif. Il n'y a pas eu d'incident et les forces de l'ordre ont levé une partie de leur dispositif très important.
L'enquête progresse. 3 adolescents ont été arrêtés. Ils habitent l'implantation de Tapouar près de Naplouse, où l'assassin, un déserteur de 19 ans, se cachait. Cette colonie est peuplée d'extrémistes du mouvement K. L'année dernière, une synagogue y avait été construite sans autorisation. Tout le Houzou de l'extrême droite avait même participé à son inauguration. Mais 2 semaines plus tard, l'armée était intervenue pour la détruire. Par la suite, les colons l'ont reconstruit. Le Kar a changé de nom depuis son interdiction en Israël après le massacre par un de ses militants de 29 Palestiniens dans le caveau des Patriarches à Hébron en 1994. Les services de sécurité ne parviennent pas à neutraliser ses chefs. Par exemple, Noam Federman, qui en sortant de prison l'année dernière, déclarait: Il n'y a pas de doute qu'il faut tout faire, et j'insiste, je dis bien tout, pour que ce projet épouvantable, le retrait de Gaza, l'expulsion des Juifs de leur terre, ne se réalise pas. D'autres terroristes juifs ont-ils entendu l'appel de Noam Federman? C'est la grande crainte des services de sécurité israéliens. Il y a 60 ans, un B-29 nommé Enola Gay larguait la première bombe atomique sur Hiroshima, au Japon, un des sièges du commandement impérial. 140 000 Japonais civils périront dans la ville dans un rayon de 4 km. Et les radiations continueront à faire des victimes pendant des années. 250 000 personnes mourront des suites de leurs blessures. Les explications de Stéphane Bratner. 75 000 morts en une fraction de seconde. Une ville rasée où seul le tracé des rues subsiste et de la radioactivité pour 20 ans encore. Une journée d'apocalypse qui a commencé à 8h15 le matin du 6 août 1945. Le bombardier Enola Gay largue au-dessus d'Hiroshima la première bombe atomique. 10 000 mètres plus bas, un éclair orange, et puis ce souffle terrible. Juste après cette énorme explosion, je ne sentais plus mon corps. C'est ce que tous les survivants vous diront. Même si vous êtes couvert de sang, même si des éclats de verre entaillent vos bras, vos jambes, vous ne sentez rien. Et puis en 10 minutes, la douleur vous envahit progressivement, puis elle devient atroce. L'histoire de la bombe commence au mois de décembre 1941, après l'attaque surprise des Japonais sur la base américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis veulent alors utiliser la fission nucléaire à des fins militaires. Sous la direction du physicien Bob Oppenheimer, 150 000 scientifiques vont travailler dans le plus grand secret à fabriquer la bombe A. 15 jours avant Hiroshima, premier essai dans le désert du Nouveau-Mexique. Il doit montrer aux Japonais la puissance de la force nucléaire. Mais l'Empire du Soleil Levant refuse de capituler. Le président Truman décide alors d'utiliser l'arme la plus dévastatrice qui existe. Les Américains ne savaient pas combien de temps la guerre aurait encore pu durer. De toute façon, ils l'auraient gagnée, mais la victoire aurait pu demander encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des centaines de milliers, voire des millions de morts. Le 9 août 1945, une deuxième bombe est larguée sur Nagasaki. Elle fait 40 000 morts. 15 jours plus tard, la Deuxième Guerre mondiale s'achève avec la capitulation du Japon. Mais les Américains n'ont jamais expliqué aux Japonais, même des années plus tard, les conséquences terribles que pouvaient avoir les radiations. Certains survivants qui ont bu de l'eau de pluie irradiée en sont morts, d'autres ont développé des cancers bien des années après. Et pour les rescapés qui ont survécu à la souffrance physique et à l'effroi psychologique, s'est ajouté le sentiment d'être rejetés par la société japonaise elle-même. Voyez ce reportage de Bertrand Coq. Voilà à quoi ressemblait Hiroshima après la bombe. Un vaste champ de cendres. Mais les images et les souvenirs s'estompent dans la ville d'aujourd'hui, qui 60 ans après ressemble à toutes les cités japonaises, à la fois nette et affairée, et qui vit au présent. Pour commémorer ce que les Japonais appellent la catastrophe et ses 200 000 victimes, il y a le musée de la bombe atomique. 300 000 visiteurs l'année dernière, dont curieusement 2/3 d'Américains. Mais la réalité, c'est qu'au Japon, la mémoire d'Hiroshima est en train de se perdre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent même pas la date du 6 août 45, déplore le directeur, qui voudrait faire quelque chose pour retarder l'oubli. C'est aussi contre l'oubli que Madame Yoshiko se bat en racontant. Elle fait partie des derniers survivants. Les Japonais les appellent les Ibakusha, les irradiés. Elle avait 13 ans en 1945 et ce jour-là, réquisitionnée par l'armée comme tous les jeunes, elle allait au travail.
La bombe l'a surprise dans la rue, comme sur ses photos. C'était comme un orage de feu, dit-elle. Tous mes vêtements se sont embrasés d'un seul coup. J'ai essayé de les enlever, mais ils étaient collés à ma peau. J'étais couverte de sang, j'avais peur, j'étais tétanisée. Même aujourd'hui, dit la vieille dame, mon corps n'est pas guéri. La guerre continue en moi, et je la porterai jusqu'à ma mort. Comme tous les anciens, Madame Yoshiko vit dans la peur d'une nouvelle guerre. L'histoire n'est jamais finie, et la bombe atomique n'est pas qu'un souvenir dont il porte le témoignage. À portée de missiles de la Corée du Nord et de ses chantages nucléaires, bien des Japonais s'inquiètent de voir leur pays tenté par la remilitarisation et qu'en dépit des commémorations ne soit oubliée la leçon d'Hiroshima. En France, il y a un an, le 5 août 2004, dans un centre équestre de Savoie à l'Eschrenne, 5 filles et 2 garçons âgés de 12 à 25 ans ainsi qu'une monitrice avaient péri dans l'incendie qui avait éclaté en pleine nuit. Le couple de propriétaires des lieux avait été ensuite mis en examen pour homicide involontaire car, semble-t-il, les normes de sécurité n'avaient pas été respectées. Aujourd'hui, vous le voyez, une cérémonie avait lieu sur place. Depuis ce drame, les normes de sécurité ont été revues à la hausse dans toutes les structures, y compris les plus petites. Les contrôles ont été multipliés. Visite à Farges-Alichamps dans le Cher, d'un de ces centres équestres, avec Christophe Widman et Guillaume Biard. C'est un petit centre équestre, comme celui de l'Eschrenne, comme il en existe des milliers en France. Avant le drame d'il y a un an, les propriétaires n'avaient jamais subi de contrôle de sécurité incendie. Une centaine d'adolescents est pourtant hébergée chaque année dans ce dortoir. On pensait être dans les législations jusqu'au moment de l'accident, et puis un mois après, on nous a appris que non. Le dortoir n'était pas aux normes. La commission de sécurité a imposé de gros travaux aux propriétaires. Pose de matériaux résistants aux incendies et surtout une alarme. Partout en France, après les morts de l'Eschrenne, les contrôles de ces petites structures se sont multipliés. Auparavant, les établissements hébergeant moins de 12 personnes étaient souvent ignorés de l'administration. Avant effectivement ce terrible drame, nous avions 70 établissements déclarés pour le département. Après recensement, nous en sommes à 430 aujourd'hui. Ce centre équestre n'était pas connu des services de secours, car le maire n'avait pas signalé son existence à la préfecture. L'ignorance, là encore. C'est vrai qu'on ne savait pas que dans les petits centres avec une dizaine de personnes à héberger, on était obligé d'avoir les mêmes règles que dans les grands, quoi. La réglementation existait pourtant avant l'incendie de l'Eschrenne, mais depuis un an, elle est mieux appliquée et a même été renforcée. Dans ce type d'établissement, la visite de la commission de sécurité, jusque-là conseillée, est maintenant obligatoire, tous les 5 ans. Près de Rochefort, en Charente-Maritime, sur une petite route, un accident aux petites heures de l'aube a causé la mort de 5 jeunes. Ils étaient tous dans la même voiture. Ils n'auraient pas respecté un stop selon les premières constatations et heurté de plein fouet un autre véhicule. Avec la sécheresse, 66 départements de France sont en état de restriction d'eau. Désormais, une police est chargée de veiller au respect de ces mesures. Toute infraction étant passible de 1 500 € d'amende, les agriculteurs s'organisent pour mieux utiliser l'eau. Près de Tours, reportage de Maud Linove et Mathias Barrois. Un mot des Pio, je pense qu'on peut se garer et puis effectivement aller directement contrôler le point de pompage. La police de l'eau est en chemin. Rattachés au ministère de l'Agriculture, les deux hommes ont pour mission délicate de débusquer les exploitants qui abuseraient d'irrigation. Nous sommes en Indre-et-Loire, l'un des 25 départements les plus touchés par la sécheresse. Les agriculteurs n'ont le droit d'irriguer en pompant dans la rivière que certains jours par semaine. Voilà, donc la pompe est bien arrêtée. C'est essentiel, voilà. Ce jour-là, l'eau n'est pas sortie du bassin. L'agriculteur a respecté la règle et c'est comme ça depuis le début des contrôles. On n'a pas encore dressé de procès-verbaux, on n'a pas lancé de procédure. Simplement, on fait effectivement un peu de présence terrain pour montrer qu'on est là et le message passe. Bonjour. L'accueil est en effet cordial, c'est plutôt le maïs qui fait grise mine. Les maïs qui n'ont pas pu être irrigués, c'est la catastrophe. Car la plante est gourmande, 400 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs. Cette année, certains agriculteurs avaient donc anticipé la sécheresse. Dès le printemps, les agriculteurs avaient déjà réduit leur surface en maïs. On voit tous les maïs consommation, c'est-à-dire vente en grains de maïs, ont quasiment été divisés par 50% en surface, voire arrêtés dans certaines exploitations.
Un changement de comportement notable qui soulage les rivières. Bien sûr, il reste toujours des resquilleurs. S'ils se font prendre la main dans le sac, il leur en coûtera 1 500 €. Il y a un an, l'enseigne Tati était en redressement judiciaire après des années de crise financière. Finalement rachetée par le groupe Vettura, enseigne Fabio Lucci, le groupe aux enseignes Vichy Rose va rouvrir une vingtaine de magasins. Une renaissance que saluent les syndicats. Céline Crespi et Anne Triboire. Les clients sont de retour chez Tati. Les magasins marchent bien. Un an après le changement de direction, l'enseigne au Vichy Rose et Blanc semble même avoir pris du galon. Avant, je viens rarement, mais maintenant, je viens acheter régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des baisses de prix. Il y a de tout. Enfin, il y a même de la qualité, si on cherche bien. Pourtant, il y a un an, c'était le coup de bambou pour les 997 salariés. Fabien Waki renonce définitivement à un plan de continuation. Tati est alors un gouffre financier. Fabien Waki, l'héritier du fondateur, jette l'éponge. Angoisse des salariés. Décision du tribunal de commerce, Fabio Lucci reprend les magasins, mais veut se séparer d'un tiers des salariés. Aujourd'hui, un an après, il a licencié 172 personnes. En fait, beaucoup de départs volontaires. Seule une vingtaine sont vraiment restés sur le carreau. Suzette Beauchard a mené la lutte. Il y a un an, elle craignait le pire. Aujourd'hui, elle travaille toujours chez Tati. La reprise s'est bien passée, les salariés sont maintenant ont repris un rythme. Les conditions de travail, on ne va pas dire qu'elles soient catastrophiques non plus. Et puis, le chiffre monte, enfin, tout va bien. La recette Fabio Lucci, des méthodes de travail plus rigoureuses, des filières d'importation de Chine à bas prix. Et ça paye. Tati pourrait ouvrir une vingtaine de magasins d'ici 2006. Le flipper, machine brillante mais emblématique du bistrot parisien, n'a plus la cote. De couleur criarde, lumière clignotante, bouton sur lequel on tape jusqu'au tilt. Tout cela fatigué, paraît-il, les clients. La mode est désormais aux fauteuils confortables et aux ambiances tamisées. Alors adieu, la petite bille d'acier. Explication, François-Julien Piednoir et Laurent Desbois. Un son inimitable, un corps à corps indescriptible. Malheureusement, le flipper est une espèce en voie de disparition. En France, il en meurt une cinquantaine chaque mois. C'est l'hécatombe dans les cafés. Alors voilà, le flipper était à cet endroit, à cet emplacement, et puis voilà, on l'a enlevé parce que bon, d'une part, vous avez les jeux vidéo qui sont arrivés à la maison, les consoles domestiques. Ça prenait de la place? Ça prenait un peu de place, oui. La preuve, il y avait deux tables, ça prenait la place de 2 tables, voire 3 tables. Il prend de la place, il fait du bruit. Et dans les rares troquets qui résistent, 2500 en France, le flipper, le best fric comme on l'appelait, n'est plus rentable. Bon, il y a à peine 20 € en 3 mois. En 3 mois? Ouais. C'est normal? C'est pas normal qu'il y ait 20 €, mais c'est normal parce que plus personne ne joue au flipper. Des caisses pleines de pièces de 2 francs. C'était l'heure de gloire du flipper, les années 70 et 80. Même le président de la République, Georges Pompidou, faisait tilter sa machine entre 2 dossiers. À cette époque, l'entreprise de Pierre comptait 7 salariés. Aujourd'hui, il est tout seul à exploiter une centaine de flippers. Nostalgie. Autour d'un flipper qui faisait du bruit, on essayait de faire une compétition pour arriver au plus de points possible. Puis il y avait les garçons et les filles qui jouaient au flipper. Il y avait un aspect social d'amitié autour d'un flipper, de camaraderie, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs. Seul marché encore rentable, les collectionneurs. Alec est un maboule de la boule de flipper. Il possède 300 spécimens, objets de tous les fantasmes. Le flipper est érotique de par la position, la façon de jouer, les lumières, les décors, et c'est surtout un jeu d'homme. Le coup de rein également pour faire que la bille aille là où on veut et faire fonctionner la machine comme on le souhaite. Avec la disparition du flipper, c'est une institution et toute une génération qui s'éteint. Le camping, synonyme de dépaysement, ça n'est pas vrai pour tout le monde. Dans le nord, près de Lille, certaines familles partent en vacances tous les ans dans le même camping et ils se trouvent tout simplement à 30 km de chez eux. Nicolas Luizet. C'est chaque semaine le même rituel. La glacière est prête pour le départ. Un petit séjour dans leur résidence secondaire, un peu particulière. On retourne à la caravane.
On est parti quelques jours. Aujourd'hui, on a du beau temps. On va avoir du beau temps, oui. C'est un petit départ en vacances, un départ en week-end. Ça fait bien plaisir, ça nous aère un peu les poumons, quoi. Parce que la ville et la campagne, c'est deux choses. Pas d'embouteillage, pas de longues heures de route. Le camping est situé à une petite trentaine de kilomètres. Irène et Jean-Pierre se sentent chez eux. Leur caravane n'a pas bougé depuis des années. Ils le reconnaissent volontiers, c'est leur deuxième maison, mais l'avantage ici, c'est qu'ils ont un jardin. Ça coûte moins cher quand même d'entretenir une caravane que d'entretenir une maison de résidence secondaire, quoi. Puis là, c'est plus près, quoi, dans le fait. Ouais, puis c'est un style qu'on aime bien. Tous les emplacements sont loués à l'année par des habitants des environs. Du coup, ce n'est plus vraiment perçu comme un camping. En quelque sorte, les vacanciers se sont appropriés le terrain. Ils sont là depuis ce temps, comme madame est là depuis... Plus de 14 ans, je crois. 14 ans, oui. Et elle vient pratiquement 3 ou 4 mois d'affilée comme ça, alors qu'elle habite à Roubaix, donc c'est tout près. J'habite près d'une école primaire. Vous savez, c'est pas toujours évident, hein. Alors, bon, on est bien, donc en général, on vient ici. Du calme, de la tranquillité, c'est ce qu'ils sont venus rechercher dans ce camping. C'est aujourd'hui, comme ils disent, un village, un nouveau lotissement. Au large de Biarritz, on peut découvrir les joies de la plongée sous-marine par moins de 25 mètres de fond. Certes, l'eau est froide, mais nombreux sont les candidats à découvrir la mer vue d'en bas. Julia Delage et Philippe Turpot. Ils ont l'air de vrais pros. Mais malgré les apparences, nager comme un poisson dans l'eau, ça s'apprend. Laissez le mouvement de bras. Hop, on fait ça, ça évite vite toucher le fond. Des conseils bien utiles aux novices. C'est un peu dangereux comme sport? Ben, si, un peu, mais justement, c'est ce qui fait le plaisir. Du plaisir, toujours. Même si la nature délivre ici son spectacle avec parcimonie. En une demi-heure, par 25 mètres de fond, on peut voir une vie trépidante, faire soudain place à un paysage lessivé par le temps, la pollution et les courants. Moins prisé que les luxuriants fonds méditerranéens ou indiens, la côte Biarrotte en a au moins ravi certains. C'est bizarre, comme des petites fleurs, comme des champs de coquelicots orange et rouge. C'est rigolo, c'est la première fois que je voyais ça. C'est une super sensation, quoi. De sentir en apesanteur au fond de l'eau, franchement c'est nickel, quoi. Des centaines de baptêmes par an, c'est sûr, la plongée ici en Atlantique a ses inconditionnels. C'est plus technique, parce qu'il faut gérer du courant, il faut gérer une mer plus froide. C'est plus difficile comme plongée, donc c'est une plus belle plongée. C'est plus exclusif. Quelques clichés, peut-être pour la frime, mais surtout pour se souvenir qu'on a vu le monde à l'envers. La plongée est pratiquée régulièrement par près de 160 000 Français. Football, le Real Madrid fait en ce moment son stage de préparation physique en Autriche. C'était l'occasion de retrouver Zidane avec ses coéquipiers madrilènes avant son grand retour en équipe de France le 17 août à Montpellier contre la Côte d'Ivoire. Un Zidane, vous le voyez, espiègle et décontracté qui joue à chat avec ses camarades. Pas encore du football, donc. Au championnat du monde d'athlétisme à Helsinki, la championne française Eunice Barber vise la médaille d'or à l'heptathlon et à la longueur. Elle a déjà été championne du monde dans ces deux disciplines, mais elle aura affaire à sa grande rivale, la suédoise Carolina Klüft. Manuel Tissier et Yann Moine. Comme les actrices ou les divas, Eunice Barber attire la lumière. À quelques heures de son entrée en piste, caméras et photographes sont aussi venus chercher des reflets d'or dans ses yeux et dans ses souvenirs. Saint-Denis, août 2003. Un saut historique enflamme le Stade de France. Barber est championne du monde à domicile. Elle fait désormais partie des étoiles du sport français, mais ça ne lui suffit pas. Attends, Paris 2003, moi j'ai envie d'avancer. Je ne vais pas le passé m'aide à avancer, mais je ne vais pas non plus par rapport à ce qui s'était passé. Mais bon, là j'avance. Depuis ses premières victoires sur les pistes de sa Sierra Leone natale, Barber a toujours avancé, très vite. Arrivée en France à 14 ans, Barber est naturalisée à 25, quelques semaines seulement avant de devenir à Séville la 3e championne du monde française. La gloire, puis la désillusion 2 ans plus tard à Edmonton. Éliminée à l'heptathlon pour une faute de débutante. La jeune fille a connu autant de hauts que de bas, beaucoup de blessures, une saison sur 2 loin des terrains. Mais à Helsinki, c'est une femme apaisée qui se présentera demain dans le stade olympique.
Pour elle, c'est tellement un soulagement de ne pas avoir été blessée, d'avoir pu s'entraîner comme elle voulait, sauf seulement la fatigue, parce que là, on faisait peut-être un peu trop même. Ça, c'est vraiment super, quoi. Ça l'a libérée dans la tête, hein, c'est clair. Barber retrouvera demain Carolina Klüft, vainqueur de l'heptathlon il y a 2 ans. Cet après-midi, la star suédoise s'est blessée légèrement à la cheville. Mais elle sera bien au départ du 100 mètres haies demain à 9h26, dans la même série que la française. La malchance a peut-être changé de camp. Barber, elle, est déjà dans le rythme de la compétition. Annabelle Buffet, muse et veuve du peintre Bernard Buffet, est morte mercredi à Paris. Elle a été incinérée aujourd'hui dans l'intimité familiale. Mannequin, chanteuse, puis romancière, elle s'était mariée en 1958 à Ramatuelle avec le peintre, disparu en 1999. Claude Crespo. Pendant plus de 40 ans, Annabelle a été la muse, l'égérie, le modèle préféré de son mari, le peintre Bernard Buffet, qu'elle a épousé en 1958. Il m'a téléphoné, il m'a dit voilà, on se retrouve dans 2 heures et on va vivre ensemble. Et tu viens sans rien. Elle l'appelait son double, son soleil. Lui a peint sa longue silhouette de dame brune à des dizaines d'exemplaires. Annabelle Buffet, dans les années 50, fut d'abord un mannequin vedette, un pilier de la bande existentialiste qui enflammait les nuits de Saint-Germain-des-Prés. Ses amis, François Sagan, Barbara, Juliette Gréco. Comme cette dernière, elle s'est frottée à la chanson réaliste. Elle est jolie, la cicatrice, avec la marque de tes dents, posée sur le haut de ma cuisse, comme à l'arbre on grave un serment. Elle quitte ce monde de paillettes pour devenir l'ange tutélaire de Bernard Buffet jusqu'au suicide de ce dernier, il y a 6 ans. Elle a écrit aussi plusieurs livres. Le dernier, un roman testament, post-scriptum. Annabelle vient de rejoindre Bernard Buffet dans le grand atelier des artistes. Les rencontres internationales de la photographie se poursuivent jusqu'à la mi-septembre. Une 50aine d'expositions sont à découvrir. L'une d'entre elles a été réalisée par un groupe d'adolescents initiés à la photo par un professionnel. Isabelle Bechler, Marie Cazot et Guillaume Biard. Retrouver le chemin vers le centre-ville pour les adolescents des cités d'Arles, ça passe peut-être par une découverte photographique, un nouveau regard sur son environnement. Essaye de capter vraiment l'émotion. Prends ton temps. Le Festival de la Ville a confié l'encadrement à un photographe confirmé de 45 ans, Antoine D'Agata, de l'agence Magnum. C'est lui qui les initie, leur tient la main. Il les aide à décoder leur environnement, à y trouver poésie et humanité. C'est pour vous demander si on peut prendre en photo. Ah bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. Ils doivent vaincre leur timidité, regarder autrement. Et tu bouges, tu avances, tu recules, tout le monde te descend. Ah ok. C'est comme ça que tu trouves après le bon angle, la bonne position. Merci monsieur. Pendant 3 mois, ce petit groupe hétéroclite a parcouru Arles en s'initiant à la photographie documentaire. On découvre encore plus avec l'appareil photo, la photographie. Ah, merci. Une dernière, madame. Non, ça va. Les tirages étaient toujours une excellente occasion d'échange et de progrès. Ouais, ça, c'est le petit scène qui... Il y a des images qui sont très belles aussi. Ici, la composition, enfin, à la fois la composition, les couleurs, Non, mais là, Elle fait un petit peu peur et j'aime assez ça, quoi. Je sais pas, ça. C'est le photographe qui est magnifique, c'est pas le modèle. Le crédit revient toujours au photographe, jamais au modèle. Et la reconnaissance arrive avec l'exposition du travail collectif. Les jeunes sont sur leur 31 pour le soir du vernissage. C'est Antoine D'Agata qui a composé la séquence d'images, ensuite imprimée sur des rouleaux, pour une relecture du quotidien des adolescents. On reconnaît en sachant ce que c'est, mais pas de la même façon. On est des artistes maintenant. Leur plus grande fierté est sans doute le petit livre publié grâce au mécénat. Et quand le directeur du festival vient les féliciter... Ça vous plaît? Ah oui. Tout le comment. Vous allez continuer à faire de la photo? On peut considérer que le stage autour d'Antoine D'Agata a rempli son office, créé du lien social. Toujours prêt à dénoncer les injustices, l'abbé Pierre fêtait aujourd'hui ses 93 ans et s'est dit préoccupé par l'emploi.
Le fondateur d'Emmaüs a reçu un message de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Et il est arrivé à souffler ses bougies sans se brûler, mais son entourage facétieux lui avait mis des bougies qui se rallument toutes seules. Voilà, ça lui a demandé un peu de mal. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo Isabelle Martinet, suivi du point route avec Julien Pascal, 20h50 PJ, minuit 30 le journal de la Nièvre Mété. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, 13h. Excellente fin de soirée sur France 2 bien sûr.